Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions économiques et politiques. Aujourd'hui, un plateau spécial, nous recevons deux journalistes rompus de questions économiques. À ma gauche, Dieudonné Boinali, bonjour. Bonjour Patrick Ilouga. Et Dieudonné Boinali qui n'est plus à présenter, il est journaliste ici à Géopolis Forum. Et à ma droite, Eric Izami, bonjour Eric. Bonjour Patrick Ilonga, bonjour Dieudonné Boinali et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci pour l'invitation. Voilà, Eric Izami lui aussi qui n'est plus à présenter, journaliste à Antenne A. Allez, on va dérouler avec le sommaire de cette émission. La RDC et le FMI ont conclu deux nouveaux programmes évalués à 2,8 milliards de dollars américains. Ces grosses sommes devraient être allouées à la RDC dans les 3 prochaines années. Au gouvernement, on salue déjà une grosse performance, une grande victoire obtenue grâce à une discipline budgétaire. Nous essaierons de voir ça avec nos invités sur ce plateau. Mais au sommaire également, le secteur minier dans le Sud Kivu est en péril. C'est pas moi qui le dis, c'est le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, qui le dit lui-même. Il a été à l'Assemblée nationale, il a peint un tableau plutôt sombre de l'exploitation minière illégale à Chabunda, Fizi et Mwenga. Nous sommes là dans le Sud Kivu. C'était un débat particulièrement intéressant à suivre. Bonjour à tous, Géopresse, le débat est ouvert. On va d'abord ouvrir cette émission avec la revue de presse. On ouvre avec la prospérité. Le quotidien titre Doudou Fwamba obtient le gros lot du FMI. Ce mercredi 13 novembre 2024 marque le tournant historique de la République démocratique du Congo. Le gouvernement Judith Suminwa Tuluka vient de marquer un coup extraordinaire avec un accord de service qui vient d'être trouvé entre la RDC et le Fonds monétaire international pour deux programmes exceptionnels, à savoir le programme triennal d'une valeur de 1,75 milliard de dollars américains, ainsi que le programme climatique 1,1 milliard de dollars américains, soit un total de 2,8 milliards de dollars que la RDC recevra dans les 3 prochaines années. C'est extraordinaire ce résultat que nous venons d'obtenir, s'est exclamé le ministre des Finances cité par Forum des As. Au-delà de cet avantage, poursuit Doudou Fwamba, nous avons un autre programme climatique de 1,1 milliard de dollars américains qui va financer les investissements pour mitiger les effets du changement climatique en termes d'adaptation et d'effets pour essayer d'aller dans le sens de préserver notre écosystème. Sur le même sujet, la référence plus douche l'enthousiasme des uns et des autres en mettant à sa une critique de Matata Ponyo à l'endroit du FMI. Le journal écrit « Détournement du fonds public en RDC », Matata Ponyo dénonce la complicité du FMI. Dans une publication dans la revue scientifique Congo Challenge, le député national et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo fustige la complaisance des institutions de Bretton Woods face à la gestion, je cite, catastrophique de fonds alloué à la République démocratique du Congo. Matata Ponyo pointe du doigt le Fonds monétaire international qui continue de prélever des fonds au profit du Congo malgré, je cite encore, la dilapidation de ressources en question. Le FMI est un faux médecin qui accompagne le malade qui ne prend pas ses médicaments, un faux médecin qui se réjouit de voir la température du patient monter. Parlant justement de température, nous allons boucler cette revue avec la conférence sur le climat, avec Info 27 qui nous informe qu'en Azerbaïdjan, Judith Suminwa mobilise le monde pour une protection renforcée des forêts congolaises. Présente à la COP29 de Bakou, la première ministre Judith Suminwa défend vigoureusement l'engagement de la République démocratique du Congo en matière de préservation de la biodiversité et de la transition écologique. Dans ses échanges avec plusieurs dignitaires, elle a rappelé le rôle central des forêts congolaises, essentiel à la régulation climatique mondiale, et plaidé pour un soutien international accru. Représentant le chef de l'État, elle porte haut la voix du pays, soulignant que ses efforts pour la conservation nécessitent une coopération et des financements à la hauteur des enjeux globaux.
Entrons directement dans le vif du sujet. Eric Izami, on parle avec le FMI, on parle d'un accord ou bien de deux programmes de 2,8 milliards de dollars américains, mais ce dossier devra être examiné par le conseil d'administration du Fonds monétaire international. D'abord, pour ceux qui nous regardent à la maison, que peut-on comprendre par cet accord-là? On peut comprendre que pour une fois, quand même, on a terminé tout ce qu'on avait comme revue. On est arrivé jusqu'au niveau de 6. Oui. Et puis, ça nous a ouvert les portes pour être éligible à d'autres facilités de crédit, notamment le cas qui nous arrive avec 2,8 milliards de dollars américains. Ce n'est pas rien. Mais ici, j'applaudis de deux mains les efforts du ministre Doudou Roussel Fwamba Likundeli Botaï. En tout cas, félicitations. Et puis, avec vous, lorsque la bague vient sur mon doigt ici, l'annulaire, ça valorise tout le corps humain. C'est-à-dire, je vois Doudou Fwamba Likunde, par devers lui, l'ensemble du gouvernement, et avec à la tête, maman Judith Soumino Toulouka. Félicitations à tout ce que vous êtes en train de faire, parce que quand même, glaner 2,8 milliards de dollars américains, ce n'est pas rien dans un pays où tout est prioritaire, on a besoin des infrastructures de base. Mais je voudrais ici m'appesantir sur un des aspects. Vous savez, lorsqu'on a, par exemple, par devers des structures, des SNIL Sassou et ILP COP, qui ont évalué la mise en place, ou la mise en pratique plutôt, de l'article 43 évoquant la gratuité de l'enseignement sur l'ensemble d'un territoire, et ils se sont arrêtés autour des 13 provinces sur les 26 que compte la République. Ils se sont rendus compte que dans la plupart des coins de la République, beaucoup d'enfants ont rejoint les circuits scolaires. Mais seulement il s'est posé un problème, c'est-à-dire il y a eu dans certains coins le manque d'infrastructures devant accueillir ces enfants-là aujourd'hui désireux de venir apprendre. Par exemple, les 2,8 milliards ici. Moi, j'aurais voulu que ça soit orienté un peu comme on a dit dans le secteur de l'investissement, que l'on construit des écoles. Et puis pour construire ces écoles-là, moi je ne voudrais pas qu'on passe encore dans des études, tout ça. Vous prenez seulement par exemple les plans du collège Boboto qui est ici à la Gombe. Vous mettez ça en pratique pour réhabiliter ou je ne sais pas pour construire une école comme ça dans Bongandanga, je ne sais pas, dans Bouende, dans Kassindi, etc. etc. Plutôt que de perdre encore du temps dans les études. Non, on ne va plus créer l'eau chaude. Elle existe déjà. On constate ici qu'il y a le collège, par exemple, l'IKIA, ici à côté. Mais ça existe. Ce collège-là a un plan. Pourquoi encore perdre le temps? Prenez seulement le plan du collège de l'IKIA. Allez-y construire. Je ne sais pas, à Pangui. Citez-moi les noms des différents coins que vous connaissez. Pourquoi pas Befali, Waku, Yakoma, etc. etc. Vraiment, je salue de deux mains. Ouais, pourquoi pas Ngandajika et partout. Je salue de deux mains les prouesses du gouvernement. Mais je voudrais que cet argent-là soit utilisé à bon escient, pour que nous puissions avoir des externalités positives. Quand vous prenez par exemple le cas du Brésil, ils avaient reçu beaucoup d'argent de FMI et de la Banque mondiale. Mais vous sentez qu'au Brésil, il y a l'infrastructure adéquate qui correspond à l'argent emprunté dans ces institutions de Bretton Woods. Mais chez nous, vous verrez qu'il y a beaucoup d'argent qui nous tombe, qui nous arrive. Mais en termes d'externalité positive, nous fautons un peu. Alors moi, j'ai foi. Depuis que Maman Soumina est là, je sens que ça va, personne ne vole. Au contraire, il y a des bonnes choses. Je les encourage à aller dans ce sens-là pour que demain, nous puissions parler un langage positif. Parce que notre population a attendu pendant de longues années des bonnes décisions qui commencent à venir. Là, je salue de demain. Félicitations encore une fois, cher Monsieur le ministre, Doudou Roussel Fwamba Likunde Botaï. Mais il faut préciser... Fils de son père, Saint. Voilà, il faut préciser que c'est en janvier 2025 que le conseil d'administration va examiner de fond ce programme-là, ou bien cet accord avec la RDC. Dieudonné Boanali, je me tourne vers vous. C'est vrai que le gouvernement salue déjà une victoire, tout ça, une victoire économique et financière, mais on parle des fonds élargis, je crois que c'est fonds facilité élargie de crédit et facilité, je crois, pour la résilience, fonds pour la résilience et la durabilité. Voilà, c'est ventilé de 1,7 milliard et 1,1 milliard. Est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui nous regardent à la maison la différence entre ces deux concepts, lignes de crédit, pour que ceux qui nous regardent à la maison savent à quoi vont servir ces fonds-là? Permettez-moi de répliquer un peu à Eric Izami.
Et il a dit qu'il y a plus de vols, mais les voleurs sont toujours là. Nous invitons la première ministre, l'inspection générale des finances, dirigée par Gilles Alinguette, de continuer toujours à ouvrir les bons, parce que même s'il y a plus de cas de vols, on se réveille chaque jour, c'est tous les 2-3 jours qu'on attendait, on a volé 5 millions, 10 millions. Maintenant, le nombre de vols a un peu diminué, mais cela ne veut pas dire que les voleurs ne sont plus dans notre République, ils sont toujours là, ils rôdent autour du trésor public. Donc il faut bien les surveiller et les mettre hors état de nuire. Bon, Eric Izame a déjà tout dit, il a présenté les décors. Moi je vais tout simplement ajouter que sur les 2,8 milliards de dollars américains attendus du Fonds monétaire international, c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo va bénéficier d'un appui budgétaire direct de 800 millions de dollars. C'est très important de le souligner parce que vous avez annoncé dans votre introduction que un grand pas a été franchi et qu'il resterait l'approbation du conseil d'administration du FMI en janvier 2025 pour qu'on puisse avoir le 2,8 milliards de dollars américains. J'ai fait tous les calculs, ça représente au moins 20% du budget national. Si on situe le budget au niveau de 14 milliards, dont les 2,8 milliards représentent 20% du budget national. Or, le budget qui a été voté au Parlement va au-delà des 14 milliards de dollars. C'est pour vous dire, c'est quelque chose de très important et c'est une bouffée d'oxygène pour les finances publiques. Je reviens, pour la première fois, nous allons bénéficier d'un appui budgétaire de 800 millions de dollars américains. Je me dis, bon, c'est l'équivalent de la première tranche du contrat chinois revisité phase 2. Les Chinois nous ont parlé d'un montant disponible de 750 millions de dollars pour la construction des infrastructures, dont la route Kalambambouji, les rocades à Kinshasa. Je me dis, mais le gouvernement a travaillé. Il faut applaudir comme Eric Izame de demain, dire que non, le gouvernement a réalisé des prouesses. Et moi, je vois 3 personnes. Il y a premièrement le président de la République pour son leadership. Les gens disent souvent que non, le pays manque de leadership, le pays n'est pas bien géré, mais 2,8 milliards de dollars tombés sur vos comptes. Ce n'est pas pour vos beaux yeux, hein? Ce n'est pas parce que cette institution de Bretton Woods vous aime. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le terrain, par exemple, amélioration de la bonne gouvernance, il y a eu la bonne gestion des dépenses publiques, mais ça n'a pas été aussi facile d'arracher cet accord. J'ai félicité le président de la République, mais il faut féliciter aussi la première ministre. Je termine par féliciter aussi Doudou Fwamba. On voit souvent quand un nouveau membre du gouvernement arrive à la tête d'un ministère, il fait table rase de toutes les réformes courageuses, déjà engagées et positives. Et nous recommençons à zéro. On fait table rase, compteur à zéro. Mais Doudou Fwamba a continué à pérenniser certains acquis de son prédécesseur Nicolas Kazadi. Et si je dis que ça n'a pas été facile, parce qu'il y a eu quand même des dossiers qui fâchent, qui ont été mis sur la table pour qu'on arrive à cet accord. Il y a eu des négociations. Je vois par exemple les dossiers sur la gestion des dépenses urgentes. On a reproché au gouvernement de faire des dépenses urgentes sans tenir compte des conséquences sur l'inflation, sur l'économie, sur la politique budgétaire et monétaire. On a reproché aussi au gouvernement la volonté d'augmenter les salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Ce n'est pas un secret, tout le monde sait que les salaires d'un fonctionnaire de l'État tournent autour des $100 américains pour les huissiers. Et c'est impossible pour un chef de famille de vivre avec un salaire de moins de $100 américains. Le troisième sujet, c'était les recettes issues du contrat sino-congolais, géré par la sino-congolaise des mines Sicomine. Le FMI voulait voir clair si ces recettes devaient être tracées. On devait mettre un peu de transparence sur ces dossiers et les canaliser
ces recettes dans les trésors publics. Les derniers dossiers sur lesquels le Fonds monétaire international a insisté, sont les réformes structurelles cruciales. Par exemple, il faut réduire les trains de vie de l'État. Encore une fois, nous félicitons le ministre des Finances, Doudou Fwamba, grâce à sa détermination, sa rigueur, sa capacité à convaincre ses interlocuteurs. Il a réussi à convaincre toute la délégation du Fonds monétaire international, en commençant par les chefs des missions qui est résident en République démocratique du Congo. Mais il y a quand même un bémol. Moi, je n'ai pas aimé le fait que sur les 2,8 milliards de dollars américains, Patrick Ilunga, attendus de cette institution de Bretton Woods, qu'on puisse imposer au gouvernement congolais que voici les secteurs sur lesquels où vous devez investir. Je me dis, bon, nous avons un déficit criant en matière d'éducation. J'aurais voulu que la Banque mondiale, le FMI, voulais-je dire, conseille au gouvernement, par exemple, d'investir 80% de ces montants dans l'augmentation de notre niveau d'éducation, c'est-à-dire dans la réforme de notre système éducatif, en commençant par l'enseignement fondamental, maternel, primaire, secondaire, jusqu'au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Et puis investir une partie de cet argent dans l'agriculture, qui est considérée comme le soubassement de l'économie. Mais malheureusement, on nous oblige à canaliser tous ces fonds vers des secteurs porteurs de croissance, encore que cette croissance n'est pas inclusive. C'est pour cela que les gens disent on ne voit rien, on a des réserves, les budgets augmentent, mais les sociales ne suivent pas. C'est ça où là je dénonce la dictature du FMI. Voilà, mais le gouvernement a défini aussi ses priorités. Il s'agira de soutenir d'abord on va dire le secteur sécuritaire, avec tout ce qu'on connaît comme guerre, je sais pas moi, guerre à l'Est, dans le Kwamout et partout ailleurs. Mais il y a aussi l'investissement pour la diversification de l'économie congolaise. Mais Eric Izami, vous semblez optimiste, mais ça reste quand même une dette. Il faut rembourser. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'on est rentré dans le goulot d'étranglement de la dette, alors qu'il y a une quinzaine d'années, on sortait avec le point d'achèvement? Vous avez raison. C'est vrai, on peut tout faire pour pouvoir être résilient nous-mêmes à l'intérieur et ne pas toujours recourir à l'extérieur pour pouvoir soutenir ce qui devrait l'être ici à l'interne. Mais le vrai problème chez nous, c'est que tantôt on fait des pas pour avancer, tantôt on recule encore. On était en train d'applaudir de demain Doudou Fwamba Likunde, qui, c'est vrai, est venu juste après Nicolas Kazadi, qui a dit qu'il va appliquer plusieurs autres réformes laissées par Sele Yalagouli et sa rigueur. Parce que du temps de Sele Yalagouli, on disait de lui qu'il était drastique, il était rigoureux, au point de parfois refuser certaines dépenses jugées inopportunes en ce temps-là, et on disait de lui qu'il bloquait. Alors que non, il ne bloquait pas. Vous avez vu ce qui s'est passé après, c'est quand Sele a quitté les finances pour que Nicolas Kazadi prenne. C'est vrai. Il a eu aussi de points blancs, mais la Cour de compte, l'Assemblée nationale et même l'IGF, l'Inspection générale des finances, ont attesté que beaucoup de dépenses étaient activées en mode d'urgence et que le contrôle n'était pas toujours efficient ou pas toujours proportionnel à ce qui avait été aligné comme crédit, ligne de crédit à sortir comme l'argent. Il y avait des écueils comme ça. Maintenant que vous et moi parlons ici, au niveau du Sénat notamment hier, les deux ministres du gouvernement sont intervenus à la plénière, le ministre Aimé Boji du budget et puis le ministre Doudou Fwamba Likunde Libotaï de finances, pour expliciter à peu près ce qu'il a été avec la reddition des comptes pour 2023 et la loi rectificative de 2023, 2024 plutôt, pour que l'on puisse voir dans quelle mesure, lors de l'examen du budget pour l'exercice 2025 qui arrive, que l'on sache comment rectifier le tir, afin que nous sachions, c'est vrai, emprunter d'un côté, mais de l'autre, petit à petit, jouer sur le structurel pour que nous sachions asseoir notre propre force. Comme ça, on pourra s'affranchir des institutions de Bretton Woods. Mais bon, ça serait un peu difficile dans un temps record. Mais ce que vous dites là est vrai, nous devons tout faire pour éviter d'alourdir des dettes, parce que sinon, ça va peser sur nos générations futures. Alors que nous sommes un pays nanti, nous pourrions, si nous sommes sérieux, nous-mêmes faire en sorte que nous ne puissions pas détruire l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Voilà, Dieudonné Mwanali, je vous oppose une réflexion d'une économiste qui a travaillé aussi dans les institutions de Bretton Woods, qui dit
En réalité, l'aide est fatale pour les pays africains parce que depuis 1960, par exemple, c'est plus de 1000 milliards de dollars américains qui ont été donnés aux pays africains pour changer la vie des Africains. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'aide est vraiment utile et efficace pour nous? Bon, l'aide étrangère est utile à un certain moment donné de l'histoire pour un pays. Tous les pays s'endettent. On ne doit pas se voiler la face et faire croire à l'opinion qu'il n'y a que la RDC qui s'endette. Les problèmes se trouvent au niveau de... Qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on reçoit? De ce qu'on fait, de ce qu'on reçoit. Est-ce que nous investissons ça dans des secteurs porteurs de croissance qui vont nous permettre de tripler, de quadrupler nos revenus, et par ricochet, ça nous permet de rembourser l'emprunt? C'est là où se situent les problèmes. On ne s'endette pas pour aller augmenter les salaires du personnel politique. On ne s'endette pas pour aller financer la campagne électorale d'un gouvernant. On ne s'endette pas aussi pour aller payer des primes. On s'endette pour construire des infrastructures routières qui vont permettre au pays, la République démocratique du Congo, de se désenclaver, de relier les 26 provinces entre elles, de relier les villes entre elles, les communes entre elles, les quartiers entre eux. Je vous donne un exemple banal. Nous sommes à Kinshasa. Vous avez 3 communes, Barumbu, Kinshasa, et la commune mère de Kinshasa et Gombe. Mais si on vous donne un véhicule aujourd'hui, on vous dit allez faire un tour dans ces 3 communes. Je vous dis mais c'est pratiquement impossible. Ces 3 communes sont aujourd'hui enclavées. Il n'y a pas de communication. On peut ajouter même Lingwala. Est-ce que quelqu'un peut quitter Barumbu pour aller à Lingwala? Non, impossible. Quelqu'un peut quitter la commune de Kinshasa et entrer dans Barumbu? Jamais. Vous allez prendre quelle voie? C'est là où je vous dis que l'aide étrangère n'est pas mauvaise en soi. Cela dépend de certains paramètres à mettre sur la table pour juger que non, telle aide est mauvaise. On évalue d'abord les taux d'intérêt. Si c'est excessif, on dit non. Taux et l'équipe makasi. Comment taux de fambongo belé boye, mouké boye, pour payer un taux d'intérêt élevé? C'est le premier critère pour évaluer l'aide, si elle est mauvaise ou elle est bonne. Deuxième critère, le temps de remboursement. C'est à court terme, à moyen terme ou c'est à long terme. Le troisième critère, la destination de cette aide-là. J'ai parlé tout à l'heure, on s'endette pour faire face au déficit budgétaire. On s'endette pour investir dans la construction des infrastructures. Je ne parle pas des petites routes de 500 mètres, 600 mètres. Je suis en train de parler des routes nationales. Je vois la RN1, la RN2, la RN4. Continuer le chemin de fer là où les Belges l'ont laissé à Inongo depuis Kalemi, Sakanya. Pourquoi pas ne faire parachever ce chemin de fer de Inongo à Kinshasa? Continuer la voie ferrée telle que les Belges l'ont laissé à l'aéroport d'Indjili. Ça peut continuer jusqu'à Maluku. C'est moins de 100 km. Qu'est-ce qui nous manque à parachever cette voie? Et surtout que nous sommes en train d'implanter ou d'implémenter des zones économiques spéciales dans cette partie de la capitale, considérée comme la plus grande de notre ville. C'est pour cela que je vous dis, l'aide étrangère n'est pas mauvaise. Si vous utilisez ça mal, non seulement vous avez dilapidé, parce que dès que vous recevez ça, ce n'est plus l'argent de l'étranger, ça devient l'argent du trésor public. Donc quand vous dilapidez ça, vous utilisez ça mal, ça devient le détournement des deniers publics. Quand vous n'utilisez pas ça aussi pour des besoins pour lesquels ils ont été mobilisés, les besoins pour lesquels toute la nation s'est mobilisée, toute la nation a travaillé pour arracher cet accord-là de 2,8 milliards de dollars, alors ça aura servi à rien. Alors à quoi aller s'endetter si nous sommes incapables d'utiliser
les montants qu'on nous a empruntés. Et surtout, je termine par dire, c'est aussi un test grandeur nature qu'on a fait au gouvernement. Nous avons fêté ici, c'est pour la première fois qu'on aura un appui budgétaire de 800 millions de dollars. On a applaudi. On aura 2,8 milliards en 3 ans. Si nous utilisons ça bien, ça occasionne les relèvements de notre niveau économique, la vie sociale augmente, l'économie tourne. Je pense demain, on aura plus de 2,8 milliards de dollars. Mais si on utilise ça mal, il y aura des gens, et d'ailleurs il y a l'opposition qui a commencé déjà à faire des bruits, comme Matata Pogno, qui a dénoncé que les FMI accentue le sous-développement en République démocratique du Congo avec les nouveaux cycles de surendettement. Voilà, Isami Eric Dieudonné Mwanali m'a un petit peu dévancé sur la question Matata Pogno. Il ne nous a pas échappé que Matata Pogno a fait, on va dire, des critiques au vitriol sur le FMI, disant que c'est un faux médecin qui s'est réjoui. Accompagne un malade une dont la fièvre qui monte, tout ça. Et puis lui, il assiste comme ça, il l'accompagne jusqu'à la tombe. Voilà, oui. on va dire que Matata, c'est un opposant, certes, mais c'est quand même un technocrate, un ancien ministre des Finances, un ancien premier vice-ministre. Et sur quoi un professeur d'université? Un professeur d'université. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Oui, justement, pour ne pas vouloir lui rentrer dedans comme ça gratuitement, je veux même vous révéler que j'ai fait une demande d'une interview, qu'il m'accorde une interview pour qu'il nous explique. En 2012, quand il a été Premier ministre, il avait un certain discours vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Ça a évolué en 2014, il était toujours aux affaires. Il avait toujours applaudi ce qui avait été fait de commun accord avec Kinshasa et le FMI. Mais aujourd'hui qu'il est maintenant dans l'autre bord, c'est-à-dire dans l'opposition, il a critiqué. Bon, je note que Matata Pogno, c'est pas rien, c'est un travailleur. C'est un travailleur acharné. Et vraiment, quand il te dit 6 heures, il est au travail, il est au travail. Et il bosse, il a vu évoluer le pays. Et quand il était aux affaires, il a quand même laissé des externalités externalités positives, comme je l'ai dit. On a vu des écoles être construites, on a vu les voies de transport s'ouvrir, on a vu. Il avait beaucoup d'initiatives au bénéfice de notre population. Alors, pour ne pas lui rentrer dedans gratuitement, j'attendrai aisément avoir son interview pour comprendre et cerner ce qu'il veut dire exactement, parce que c'est quand même quelqu'un d'éclairé de notre nation. On a besoin aussi de son expertise, parce que finalement, il ne voudra pas voir le pays aller comme ça jusqu'au mur. Tous nous devons travailler pour que ça puisse aller. Mais Bonali n'a pas tort. Même vous comprenez aussi, même nos téléspectateurs, ils comprennent que si nous sommes sérieux, je vois que tout peut aller. Par exemple, les 2 milliards 800 millions qui vont arriver, ça va être échelonné. Mais si c'est seulement pour des secteurs bien ciblés, comme a dit Bonali, et que tout l'argent qui sera mobilisé domestiquement ici à la maison, parce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de mobiliser beaucoup d'argent. Si, imaginez un peu que l'on soit capable, avec un côté sérieux, que de réhabiliter la GECAMIN d'un côté, pour le sud-est, la MIBA pour le centre, l'ONATRA pour l'ouest, avec incidence palpable de notre population. Qu'est-ce qui nous manquerait, par exemple, avec tout le million qu'on a volé ici par des gens qui courent la rue aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manquerait de revigorer l'ONATRA, qui est un colosse, un géant, aujourd'hui malheureusement au pied d'argile? Achetons quelques 4-5 bateaux pour l'ONATRA, les uns faisant le Monano, les autres faisant les Michio. Moi, je suis un fils de l'ONATRA, j'en sais quelque chose. Mais il y aura quand même la nourriture en abondance dans de grandes villes. Pourquoi pas revoir un peu le côté de la voie ferrée pour le Congo central et Kinshasa, vice-versa. Aujourd'hui, dans notre capitale ici, la mégapole, c'est difficile de circuler. Moi, ton frère qui mettait 5 minutes pour quitter chez moi à 24 novembre et atteindre l'école des enfants au collège Bobo, tout ça, mettait 5 minutes. Mais aujourd'hui, j'en mets 52, 55 minutes. Si vous ne vous levez pas tôt, les enfants arrivent en retard et ils ont des ennuis à l'école. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, papa. Les quelques routes nous léguées par les Colombiens, tout est détruit. Kassai, Kabinda, Croix-Rouge, Flambeau, Itaga. Itaga passe par 3 communes. Ça part du quartier Bon Marché, ça traverse Barumbu, Kinshasa, jusqu'à Lingwala et ça bouge au niveau de 24 novembre, là où se trouve Schengen. Mais elle est vraiment impraticable depuis des dizaines d'années aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous manquerait à réhabiliter toutes ces routes-là? Quand j'étais enfant, je pouvais quitter l'avenue Plateau, qui commence par Dima, Somba Zikida, le marché, jusqu'à déboucher ici devant l'Equity BCDC, autrefois la Belgolaise. Qu'est-ce qui nous manque? Bon, les uns diront qu'il faut changer la constitution. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat par rapport à ça.
Pour créer des routes ici, il faut changer de constitution. Exactement. Donc... Gilles Linguette qui traque les voleurs ici. Est-ce qu'on a changé de constitution pour qu'il soit consciencieux? Il est consciencieux, il participe lui aussi à la manière dont il sait pour participer à ce que le pays aille de l'avant. Pour moi, je pense que nous pouvons toujours orienter maintenant l'autre cagnotte à réhabiliter ce qui est essentiel. Croyez-moi, si le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, arrivait tant soit fait à redonner le souffle à la Chikamine, à la Miba, à l'Onatra, je ne dis pas que tout serait déjà nickel comme tout serait rose, mais on sentirait quand même un petit quelque chose. Parce que là, ça ne va pas. Les gens grognent et voilà pourquoi nous sommes en train de faire notre boulot, hein, d'alerter les uns les autres pour que l'on fasse chacun le bon boulot et puis avancer. Très bien. Dieudonné Boinane, on va terminer avec ce thème, mais un petit commentaire sur ce qu'a dit Matata Ponyo. Bon, et j'ajoute en disant que si le FMI, en nous donnant ces facilités, cette facilité de crédit, élargie des crédits, si le FMI avait laissé, les fonds avaient laissé les mains libres au gouvernement congolais de ne pas mettre son dictat sur la destination et l'utilisation de ces fonds, je pense que le gouvernement aurait pensé par exemple à la relance de la cimenterie nationale, Sinat, la sidérurgie de Maluku, la minière de Bakwanga Miba, et nous avons la Sengamine. En ce qui concerne Matata Ponyo, excusez-moi pour ma voix, je pense Matata Ponyo c'est un professeur d'université. Il nous a construit une Silicon Valley à Kindu, la première en République démocratique du Congo. Matata, ancien premier ministre, ancien ministre des Finances, DG du BCECO, député national et aujourd'hui sénateur. Moi, je n'arrive pas à vraiment... Non, il était sénateur autrefois, aujourd'hui député national. Je n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi il a fait cette sortie médiatique maintenant. Bon, certains diront qu'il était bien informé, il savait qu'une délégation du FMI allait venir en République démocratique du Congo pour faire une grande annonce sur les performances économiques du gouvernement souminois. Un travail qui avait commencé avec le gouvernement précédent, mais qui a été parachevé par le gouvernement souminois. Nous jetons des fleurs à Doudou Fwamba, mais il ne faut pas aussi oublier que Nicolas Kazadi a été aussi pour quelque chose. Je vous rappelle que Matata Ponyo, ça fait plusieurs mois qu'il réclame 1,9 million de dollars de son bureau d'études. Congo Challenge. Congo Challenge. Non payés par le ministère des Finances. Certaines personnes diront que c'est de la jalousie. Parce que dans ces pays, nous avons connu plusieurs premiers ministres. Adolphe Mouzitu nous a aidés à atteindre l'initiative, le point d'achèvement. L'initiative Pays pauvres, très endettés, PPTE. Et jusqu'aujourd'hui, dans les annales de l'histoire, l'histoire reconnaît cela à Adolphe Mouzitu. Et aujourd'hui, vous avez un gouvernement géré par une dame, Judith Souminois. On vient vous dire, c'est pour la première fois que le gouvernement de la République démocratique du Congo va recevoir un appui budgétaire direct de 800 millions de dollars sur les 2,8 milliards de dollars. Vous croyez que ça va faire plaisir à l'opposition? Mais l'opposition est là pour que le gouvernement échoue, pour qu'en 2028, on change de gouvernants, les électeurs sanctionnent l'actuelle administration, l'administration Tshisekedi, pour qu'ils soient au pouvoir. Donc, le fait déjà de réaliser ces performances, je pense au niveau de l'opposition, il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes. Ne croyez pas que vous avez une opposition comme celle de l'Occident, où quand tout va bien, on applaudit. L'opposition sera toujours à jeter de l'opprobre sur les performances du gouvernement actuel. Par là, j'aimerais dire, il y a certaines choses que Matata a dit qui sont vraies, mais il y a aussi des contre-vérités. Moi, je suis allé sur sa page Twitter. J'ai découvert des tweets de 2014, de 2018, et puis le plus récent, c'est celui de 2024, où il publie l'extrait de son article
où il dit, je cite, « Le FMI soutient le sous-développement en RDC, ce qui est dramatique et inacceptable au regard des missions dévolues à cette institution de Bretton Woods depuis sa création. Le FMI doit arrêter d'hypothéquer l'avenir des Congolais et des générations futures. » Mais quand il félicitait le FMI en 2014, en 2018, ce n'était pas le même Premier ministre, le même Matata Pogno, qu'on a vu prendre une photo pour la postérité avec Madame Christine Lagarde. Je pense que ce gouvernement mérite des éloges. Quand tout va mal, on dit non, on critique le gouvernement pour les embouteillages. Non? Tout le monde dit que non, les embouteillages, et l'hôtel de ville ne parvient pas à gérer les embouteillages. Il y a des inondations, les caniveaux ne sont pas curés. La ville est sale. Tout le monde le dit, non? Mais quand un gouvernement réalise des performances économiques, quand un gouvernement arrive à arracher un accord aussi important que celui-là, il y a lui aussi de reconnaître qu'en tout cas, sur tel point, tu sais qu'il travaille bien et son administration. Merci. Sinon, c'est de la malhonnêteté, surtout qu'il est professeur d'université, il est intellectuel. Moi, je pense qu'il devait couper la poire en deux, dire c'est une bonne chose, mais attention, voici mes craintes en tant que scientifique, en tant qu'académicien. Le FMI ne va pas nous permettre d'atteindre telle chose. Voilà. Les 2,8 milliards, par exemple, va occasionner le surendettement. Donc, nous revenons à la case de départ d'avant Mouzito avec PPTE. Là, ça passe. Voilà, je pense, c'est mon opinion. Venons-en maintenant à notre deuxième thème. Je l'avais annoncé en titre. Le secteur minier au Sud Kivu est en péril. C'est le ministre Kizito Pakabomba lui-même qui l'a déclaré. Avant d'entrer dans le vif du débat avec mes invités ici, je vous propose d'abord de suivre un élément qui va planter les décors. C'est un diagnostic général que le ministre de Mines a fait sur la gouvernance minière dans le Sud Kivu, principalement dans les territoires de Mwenga, Fizi et Chabunda. Kizito Pakabomba a fait savoir qu'il sévit un désordre généralisé dans les 3 territoires où l'or, le coltan et l'étain sont produits aussi bien par les industriels que de coopératives artisanales. Les 53 entreprises et coopératives se partagent quasiment les mêmes périmètres miniers, ce qui entraîne des conflits d'intérêts entre ces 2 modes d'exploitation. Le ministre affirme qu'une mission de son portefeuille a mené une inspection pour prendre le pouls d'un secteur en proie à la cupidité des rapaces de tout genre. Selon le ministre Pakabomba, les résultats de l'enquête menée est sans appel. L'exploitation minière dans ces territoires représente des défis considérables, notamment en matière de régulation, de sécurité et de respect des normes environnementales et sociales. La quasi-totalité des entreprises dans ces territoires ne respectent pas les règles de l'exploitation minière. Certaines sociétés sont porteurs de titres frappés de déchéance. Toutes les sociétés chinoises à Mwenga travaillent dans l'illégalité. Leurs produits ne sont pas tracés. Un désordre généralisé entretenu parfois par les pays frontaliers de la RDC. Le ministre de Mines a annoncé que son ministère s'est résolu à ordonner l'expulsion des étrangers avec ou sans titre de séjour, s'adonnant à des activités minières illégales. D'autre part, le contrôle et la surveillance ont été renforcés. Une révision des zones d'exploitation artisanale est en cours actuellement afin d'éviter le conflit et le désordre dans l'exploitation minière au Sud Kivu. Retour sur ce plateau, on va commencer avec vous, Éric Izami. Vous avez suivi le débat, en tout cas c'était à l'Assemblée nationale, un débat qui est allé jusqu'à l'aube. Oui, je suis resté là jusqu'aux petites heures. Voilà, très intéressant. Vous étiez sur place. D'abord, il s'agit de quoi? Planter d'abord le décor en dehors de cet élément qu'on vient de suivre. Merci, cher Patrick, et je te félicite en passant par rapport à la réalisation de ton reportage. Il est très beau, merci. C'est vraiment professionnel. J'étais au niveau de l'Assemblée nationale alors que je couvre généralement le Sénat, mais cette fois-là, pour le besoin de l'apprentissage, de connaissances, je suis allé au niveau de l'Assemblée nationale où je suis passé jusqu'au tour de... Je suis parti de là à 2h du matin pour rentrer chez moi. Alors, disons que ceci, il y avait d'abord le ministre du Plan qui était invité par les députés nationaux. Il y avait le ministre des Infrastructures. Du Plan, c'est Guylaine Yembo. Celui des Infrastructures, c'est Alexis Guissaro Mouvouni. Et puis, le ministre de Mines, Kizito Pakabomba.
laissez-moi vous dire qu'on a suivi ce qu'a dit le ministre de Plan, comme pour dire comment est-ce que nous devrions nous y prendre pour apporter la solution à nos différents problèmes et chasser la pauvreté. Et puis surtout, le ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, qui lui faisant le décor de tout ce dont nous avons besoin comme infrastructure de base, parlant de route, a dit qu'il nous faut 60 milliards de dollars américains pour assurer l'interconnexion de nos 145 territoires par voie routière. Wow. 60 milliards. Et puis lorsqu'on a suivi maintenant cette fois-là, avec un courage inouï, avec un verbe pointilleux, le ministre, en tout cas j'étais émerveillé, félicitations à vous également, monsieur le ministre de Mines, il a dit des choses que le ministre d'alors ne pouvait pas dire. Il dit entre autres, par exemple, dans les territoires de Chabunda, de Fizi et de Mwenga, il y a certains, pas tous, hein, je martèle sur le mot certains généraux de notre armée qui comme ça font le lit des étrangers, notamment citant les Chinois, nommément, et même leurs entreprises, situant là où ça se trouve, comment ils font. C'est-à-dire qu'il y a bien des entreprises chinoises qui, chez nous, exploitent de l'or qui pouvait nous aider, à nous, République démocratique du Congo, de mobiliser même au-delà des 60 milliards demandés par Alexis Guissaro au Trésor public pour réaliser toutes les infrastructures routières, mais qui s'envolent comme ça par devers la prise en otage de l'État, par l'exploitation illicite, et encouragée par le nôtre, censé pouvoir aider l'État à pouvoir collecter l'argent, et ils aident les étrangers à pouvoir se faire de l'argent du beurre et envoyer dans leur pays. C'est le cas de l'or. Il a fait remarquer que rien que le territoire des Chabunda, par exemple, avec l'or qui y est exploité, on peut mobiliser facilement les 60 milliards et donner à cette république des routes qu'il faut. Que quelqu'un qui vivrait, par exemple, à Massissi, puisse vendre sa pomme de terre à quelqu'un qui vit en Bandaka ici à l'Équateur. Et celui qui est en Bandaka avec son poisson peut amener ça à Féchi, dans le Kwango, etc. etc. C'est-à-dire, il a dénoncé un certain nombre de choses et il fait remarquer que l'exploitation qu'il y a au niveau de Chabunda, Fizi et Mwenga ne respecte aucune norme édictée par notre loi en vigueur en République démocratique du Congo. Il suffit simplement que tous puissions prendre conscience que le premier des chantiers, c'est l'État. Facilement, on peut mobiliser beaucoup d'argent et rencontrer les besoins de nos différentes populations qui se meurent. Au sud Kivu là, combien d'enfants avions-nous enterrés avec cette histoire de monkeypox? Beaucoup de gens qui en sont morts. Beaucoup de nos compatriotes venaient de mourir avec le bateau qui a échoué. C'est moi parce qu'il n'y avait pas de route pour quitter Bukavu et aller à Goma. Il y a eu un bateau qui a chaviré il n'y a pas longtemps. Mais rien qu'il a dénoncé les choses, en tout cas, il a l'œil et les bons. Et moi, je pense que si tous travaillons pour que l'on puisse exiger à ces différentes entreprises, tel était même le souhait du ministre Paka Bomba, Kizito Idi, on peut même arriver à retirer les permis d'exploration, d'exploitation à certaines entreprises qui ne respectent pas les voies édictées dans notre loi qui gère le secteur minier. Donc, moi, je l'ai beaucoup encouragé et je pense qu'il est sur la bonne voie. Mais nous devons comprendre une chose. Quand nous parlons, par exemple, du ministre de Mines, encore faut-il que vous tous qui êtes dans ces secteurs-là puissiez développer aussi la conscience collective que de pouvoir accompagner celui qui a la bonne volonté de pouvoir bien faire. Autant pour l'industrie. À l'industrie, nous connaissons un monsieur vraiment rodé, rompu, qui s'y connaît. Nous avions quand même eu le bonheur de travailler avec lui en son temps, lui Watum Kabamba. Je vous dis, ce monsieur-là, c'est un génie. Mais encore faut-il que même dans son secteur aussi, que ceux qui y travaillent développent la bonne volonté que tous on est là pour que nous puissions travailler pour la République. Si nous nous mettons ensemble, conjuguer nos efforts, nos énergies, nos intelligences, je ne dis pas que dans 2 ans nous serons les États-Unis d'Amérique, mais je crois qu'en un laps de temps, on peut combler le vide et facilement donner tant soit peu espoir à cette population meurtrie aujourd'hui alors qu'assis sur une mine d'or. Mais il y a beaucoup de minéraux qui sont exploités. Je n'ai fait le focus que sur l'or, mais il y a aussi le coltan, qui est un minerai stratégique et important par le temps qui court. Oui. Il y a l'étain, il y a beaucoup d'autres minéraux. Le tungstène. Il y a beaucoup de minéraux. Mais j'ai fait le focus sur l'or parce que les Congolais, même ceux qui vivent à Kinshasa, ils connaissent l'or. Le coltan, on en parle, tout le monde ne connaît pas. Mais nous avons des téléphones aujourd'hui. C'est à base de ces minéraux-là qu'on fabrique les téléphones, notamment même nos ordinateurs. Voilà. On va parler justement de l'or et des minéraux de 3T. Dieudonné Bouanali, vous couvrez beaucoup de questions minières. Nous, on pensait que c'était le Nord Kivu qui était un petit peu le sanctuaire de tous
les désordres possibles. Mais là, on fait découvrir qu'au Sud Kivu, des entreprises qui travaillent, mais sans respect. Dans l'illégalité totale, et leurs produits ne sont pas tracés. Le ministre a parlé des pays étrangers. Avec courage, hein. Voilà. Ah non, il est à féliciter. Mais il y a aussi on va dire, la mafia, c'est aussi interne. Alors, Dieudonné Bouanaili, vous qui avez suivi aussi le dossier, quelle lecture faites-vous de ça? Bon, je vais d'abord rappeler que la République démocratique du Congo est non seulement un pays à cheval sur l'Équateur, mais nous sommes aussi à cheval sur les Copperbelt Katangé. La ceinture la ceinture du Kiboko Baltifère. Ouais. Et dans cette région-là, vous trouvez non seulement des méthodes stratégiques, mais d'autres minéraux très importants, prisés, recherchés sur les marchés internationaux. Vous avez par exemple l'or, les tungstènes, pour ne pas parler des 3T, et vous avez la cassitérite, les niobium. Mais nous avons oublié que c'est la même région orientale du pays, ce sont les mêmes filons, et vous avez les mêmes acteurs. Et vous avez les mêmes problèmes, les conflits armés, l'exploitation illicite et de nos minéraux. C'est là où vous trouvez aussi la grande partie de l'exploitation artisanale. Ça se trouve dans la partie orientale du pays. Quand on parle de l'exploitation artisanale dans les grands Katanga, les gens voient souvent les cobaltes, un peu les cuivres. Mais quand vous allez dans la partie orientale, l'exploitation artisanale concerne presque tous les minéraux. Vous avez les coltans, l'or, vous avez même la coupe illégale du bois rouge, surtout dans les grands nord, à Kabambare. Très prisé sur les marchés. Bon, quand j'ai suivi le ministre national des Mines Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé, je me suis dit, depuis le départ de Martin Kabweloulou Labilo, c'est la première fois, d'ailleurs vous l'avez écrit, vous avez eu la même sensation que moi. Je convie même nos lecteurs à acheter les journaux Géopolis Hebdo Paris et ce matin, où ils vont trouver un article intéressant sur le ministre des Mines. D'ailleurs, je l'ai ici. Le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, brise les faux semblants et dévoile l'enjeu de l'exploitation à Mwenga. Moi, je peux ajouter même les dangers. L'enjeu et les dangers de l'exploitation minière illégale à Mwenga, Chabunda et ses environs. Je me suis dit, c'est pour la première fois, après Martin Kabweloulou, que nous étions en face d'un discours cohérent, clair, basé sur des faits réels, des données de terrain. Nous semblons oublier que lorsque le ministre a fait la remise et reprise avec son prédécesseur Antoinette Samba Kalambay, il n'a pas voulu mettre la charrue avant le bœuf. Oui. Il a commencé d'abord par visiter son administration, à commencer par la cheville ouvrière, le secrétariat général, voir dans quelles conditions les agents et fonctionnaires de l'État travaillaient. Il a visité toute l'administration des mines, les services techniques, tous les bras techniques. Et par après, il a demandé à son chef, qui est la première ministre, de lui faire signer un ordre de démission pour aller faire une grande tournée dans le Congo profond. Une tournée qui commencera par l'Est de la République, l'Est, la partie Sud-Est, et puis il va aller dans le Grand Nord, où se trouve Kibali Gold Mine, et puis, je m'excuse, il va terminer son périple par la région du Grand Katanga. Kizito Pakabomba n'avait pas seulement visité des mines de classe mondiale, qui fonctionnaient très bien, avec comme des productions régulières, comme Kibali Gold Mine à Ouatsa, comme Ivanoé à Kamoa, comme Glencore avec ses filiales Kamoto Copper Company et Mutanda Mining. Le ministre a constaté aussi des mauvaises choses dans son secteur,
la présence des groupes armés, la présence des militaires, Eric Ilzami l'a dit ici, de certains officiers de l'armée, d'ailleurs Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, l'a aussi dénoncé, la présence des étrangers. Vous avez des Chinois qui sont en grand nombre, c'est la population la plus grande. Vous avez les Chinois. Ils détruisent nos rivières, ils détruisent même nos rivières, nos forêts, la biodiversité, sous la barbe de certains services publics de l'État, de certains agents complices. Ils sont là à cause de quelques billets de banque qu'on vous a donnés. Vous permettez à ce qu'un Chinois puisse accéder dans des zones minières en violation des lois de la République. Impunément, et puis prendre de l'or impunément et puis s'en aller nous laisser des miettes. Mais c'est regrettable. On va évoluer. Et dans cette enquête, je termine, le ministre Kizito Pakabomba a recensé dans les territoires de Mwenga, Fizi et Chabunda 53 entreprises minières avec 41 permis d'exploitation, 93 permis de recherche. Il a constaté aussi une cohabitation entre l'exploitation artisanale et industrielle qui entraîne souvent des conflits d'intérêts dans ces territoires. L'absence des infrastructures, l'exploitation minière dans ces territoires représente des défis considérables, notamment en matière de régulation, des obligations contractuelles et légales. Voilà. Il a même proposé des sanctions. Des sanctions, oui. Allant jusqu'au... Voilà, allant jusqu'à... Non, moi j'ai salué son courage. J'ai salué son courage. Au retrait de permis de recherche, je pense nous devons les soutenir. Oui. L'accompagner et pourquoi pas faire respecter les normes. Surtout les médias, pour qu'on fasse respecter les codes miniers considérés comme la Bible du secteur et toutes les mesures d'exécution. Voilà, il nous reste très peu de temps, on va boucler avec cette émission. Eric Izami, c'est vrai que le ministre a fait des efforts justement en envoyant une mission d'enquête dans le Kivu là-bas, dans le sud Kivu, mais on a vu qu'il a mis à nu, on va dire, une mafia, disons ça. Mais oui, c'est cela. C'est comme ça qu'il salue son courage. Il s'agit de gros sous qui sortent de là-bas. Oui. Ils ne vont pas laisser le ministre comme ça. Comment est-ce que le ministre comment il va s'y prendre pour faire face à des attaques éventuelles? Parce que... Je crains que le ministre Kizito Pakabomba, s'il n'est pas soutenu par la population, s'il n'est pas soutenu comme le ministre Constant Moutamba, par les chefs de l'État et tous les restes des membres de la République que nous sommes, il risque de subir le sort qu'un ministre de l'économie de l'époque. Il s'était attaqué, Jean-Marie Kalumba, il s'était attaqué à une mafia dans le secteur du commerce qui nous vendait des poissons chéchas, les riz, tout ça, à des prix exorbitants. Oui, je comprends. Ça avait coûté son poste, sa tête. C'est là où c'est ça notre rôle. Voilà. C'est là que nous, ça c'est maintenant notre devoir à nous que de pouvoir ouvrir l'œil et les bons de notre population pour que celle-ci comprenne qui est là pour ses intérêts. Non, le ministre a déjà fait sa part. Déjà, il a commencé à faire sa part. Nous aussi, nous faisons la nôtre. Parce que l'on dit, pour que la loi du progrès exista, il eût fallu que chacun voulût la créer. Pour que cette émission soit belle, il faudrait que chacun de nous mette un petit quelque chose pour que ça puisse aller. Nous voulons que le feu soit meilleur, que chacun amène un petit morceau de bois, un peu comme disent les Chinois. Comme ça, le feu sera grand. Le ministre a fait sa part. Nous aussi, journalistes, faisons le nôtre dans un caractère sérieux. Ici, il s'agit de vivre selon cette phrase. Mon défunt papa me disait, le bonheur, il n'est bonheur que quand il est partagé. Oui. En réalité, au Congo, nous pouvons vivre dans le bonheur. Mais seulement si moi, je comprends que mon bonheur, c'est de donner la bonne information, fiable, vérifiable, vraie, honnête à ma population. Comme ça, ma population prendra des décisions adaptées aux réalités. Et si chacun fait autant dans son secteur, nous connaîtrons le peuple roi. Autre chose, Eric Izami. Moi, j'ai aimé la démarche du ministre Kizito Pakabomba sur tous les changements de paradigme. Exactement. Il n'a pas voulu parler de ça. Il s'est démarqué de ses prédécesseurs et de certains même ministres de la République, que ce soit au niveau national et provincial. Il n'a pas voulu se contenter des rapports parfois fantaisistes. Il est allé sur le terrain. Il est allé sur le terrain. Discuter avec les gens. Même dans des zones à risque, il a discuté avec les gens. Il a instauré un dialogue avec toutes les parties prenantes, les entreprises minières, les communautés, les artisanaux.
il a reçu toutes les informations et des données. Et vous avez vu quand il a parlé devant la représentation nationale, personne ne l'a contredit. Hein. Ouais, il était à l'aise. Les gens se demandaient certains pensaient qu'il allait se noyer. Ouais. Il allait se noyer. Fait bonne figure. Parce que derrière cette question orale, c'est caché aussi et une démarche d'interpellation et d'aimer qu'on puisse les démettre et surtout qu'on parlerait d'un remaniement entre janvier et mars 2025. À l'issue d'une évaluation. Voilà, à l'issue d'une évaluation que le chef de l'État avait annoncée. C'était une occasion. N'oubliez pas que le ministère des Mines, c'est un poste juteux et stratégique pour certains partis politiques. Donc, derrière cette démarche, on attendait qu'ils ne puissent pas convaincre, qu'ils puissent devenir avec des données saisies par un opérateur de saisie qui ne connaît rien du secteur minier et qui ajoute des fausses informations. Lui, il va le lire avec des informations quantifiables, vérifiables. Il les a opposées à la représentation nationale. Et puis il a avec brio. Il a fourni le recensement général on va dire, du secteur minier dans le Sud Kivu. On va terminer avec cette question, une petite question. Il a parlé de la cohabitation difficile entre les artisanaux et les industriels. Cela se pose partout où il y a l'activité minière, que ce soit dans le Lualaba, dans le Haut-Katanga. Et il a informé d'ailleurs qu'il y a des zones d'exploitation artisanale qui sont en train d'être créées. C'est une problématique, c'est vrai que c'est posé dans la loi minière, mais dans les faits, il y a toujours cette problématique-là. Qu'est-ce que vous pouvez, en tout cas, vous conseiller aux gens qui nous dirigent par rapport à ces deux modes d'exploitation? Oui, justement, d'abord, l'engagement du chef de l'État à soutenir M. Kizito Pakabomba Ngalamouloumé. Hein? Il doit vraiment être soutenu par le chef de l'État, par la première ministre et par l'ensemble du gouvernement et tous les érudits du pays. Vous qui aimez les Congo, n'aimez pas seulement le Congo par rapport aux avantages que vous tirez du Congo. Aimons plutôt le Congo par rapport à ce que nous allons léguer à nos enfants. Parce que, disons-nous la vérité, demain, si nous ne sommes pas à la hauteur, ceux qui sont enfants aujourd'hui vont nous rire au nez. Ils diront, papa, vous étiez là, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous dit, vous étiez dans tel secteur. Quel avait été votre apport pour que nous puissions tant soit peu apporter la solution? Le moment est venu pour soutenir ceux qui travaillent bien. Alors, ceux qui ne travaillent pas bien, moi, j'en appelle à la sanction négative. Mais ceux qui travaillent bien, cas du ministre Kizito Pakabomba, vraiment, lui qui a aidé à sonner le glas de l'exploitation minière illégale au Sud Kivu et partout ailleurs, vraiment, nous encourageons les Congolais qui veulent avancer et nous allons avancer avec eux. Voilà. Merci bien, Eric Izami, ce sera votre mot de la fin. Dieudonné Bouanali, en 30 secondes, petit commentaire sur conflit exploitant minier. Bon, je dirais tout simplement, le code minier de 2018 a instauré deux modes d'exploitation minière en République démocratique du Congo. N'oublions pas que avant l'industrie minière ont existé des communautés. Oui. Ces mines appartiennent aux communautés. Quand vous faites l'association, la sommation de toutes ces communautés, vous avez la nation congolaise, même si elle n'existe pas encore, c'est en constitution. Je voulais dire, vous avez l'État congolais. Donc avant ces entreprises minières, il y avait ces communautés. Elle existe, mais elle a été peut-être un peu fragilité, mais elle existe. La nation. Rappelez-vous de l'histoire de la croisette. Vous avez beaucoup vécu à Colombie. Vivre ensemble. Ouais. Voilà. Ce sont nos arrière-grands-pères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont découvert ces minéraux-là. Voilà. Les mangeurs du cuivre. Les mangeurs du cuivre. Ouais. Ouais. C'est pour cela que le législateur, dans son intelligence, dans sa sagesse, il a voulu que coexistent ces deux modes d'exploitation pour la paix. Artisanale. Donc, à côté de l'exploitation industrielle, vous avez une exploitation artisanale. Parce que depuis la nuit des temps, il y a des gens dont des familles entières ne vivaient que de cette activité-là. Vous allez venir pour leur interdire. De la même manière pour nos forêts, on a créé des forêts primaires qui doivent être préservées pour notre survie. On a créé des forêts réservées pour la chasse. On ne peut pas interdire aux villageois de vivre de la chasse et de la cueillette. Et puis il y a des forêts réservées à l'exploitation industrielle. De la même manière, on a voulu faire du secteur minier. Mais il y a des problèmes. Vous trouvez dans des grandes concessions minières comme celle de Teke Fungurume Mining, de Kibali Gold Mining, je m'arrête là, des artisanaux qui ne sont même pas recensés, qui n'ont même pas de carte pour travailler comme un artisan.
minier, dans l'artisanat minier, qui n'est même pas recensé dans une coopérative telle que l'exige la loi, travailler dans des coopératives. Oui. Il vient empiéter sur les droits d'une personne morale qui est une entreprise minière. Il y a un permis d'exploitation. Voilà, qui a même un permis d'exploitation. Ceux-là, il faut le frapper. Il faut le frapper. Parce que oui, mais le conflit là, il y a vous trouvez aussi, à contrario, vous trouvez aussi dans les zones d'exploitation artisanale des Chinois, des Somaliens, des étrangers. Il faut les contraindre qui à viennent avec respecter des la machines. norme. L'outil de travail. Moi, j'en ai vu sur la rivière Kibali. D'exploitation Dans industrielle. WhatsApp, moi, j'en ai vu. Pour aller travailler dans des zones réservées à l'exploitation artisanale, avec tout ce qui entraîne comme dégâts sur l'environnement, Non, la ça ne destruction va pas. de nos rivières, Moi, la pollution. J'en ai vu Et sur la surtout rivière qu'on Kibali. utilise aussi des produits chimiques très dangereux comme l'acide, la cyanure, pour nettoyer, pour produire ces minéraux-là. Imaginez les dégâts pour les communautés riveraines qui vivent par exemple de la pêche. Ils vont manger comment? Voilà. Des questions qui doivent trouver des solutions. La balle est dans les camps de notre gouvernement. Merci beaucoup, Dieudonné Boinali. Ce sera aussi votre mot de la fin. En tout cas, Géopresse, c'est ici la fin de parcours. On a eu le bonheur d'avoir sur ce plateau Eric Izami et Dieudonné Boinali, fidèles téléspectateurs. On espère que vous avez trouvé certaines réponses à des questionnements que vous pourrez avoir autour de la question minière au Sud Kivu et partout ailleurs dans le Congo profond, mais aussi autour de cette question de l'aide au développement du Fonds monétaire international. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine et ce sera toujours avec le même plaisir. À la semaine prochaine.